à tous et toutes. Merci d'être avec nous pour cette table ronde consacrée au déploiement des low-tech à l'échelle du territoire. Depuis longtemps, les low-tech, elles ont été ancrées dans une sphère très technique. J'entends par là qu'elles sont portées par des professionnels de la conception, que ce soit des ingénieurs, des architectes, des designers. Et progressivement, elles commencent à toucher la sphère publique, donc à travers les politiques publiques, les villes, les entreprises et aussi les citoyens. Et donc, l'enjeu de cette table ronde est de comprendre comment l'approche low-tech peut toucher les politiques publiques. Et on a avec nous pour en discuter aujourd'hui Anne-Charlotte Bonjean, tu travailles à l'ADEME, tu es référente low-tech en France et tu pilotes les low-tech au sein de l'agence. On comprend comment on peut intégrer la démarche low-tech au sein de l'entreprise. Lorraine Warwood est ingénieure diplômée de l'NT Atlantique et tu travailles chez Goodby Management sur les enjeux de sobriété. Tu as contribué à plusieurs études sur les territoires, sur la démarche tech dans les territoires. Et enfin, Sophie Odera, tu es directrice du City Design Lab à l'École de design de Nantes. Tu es enseignante-chercheuse en aménagement du territoire et tu explores les questions de la low-tech à différentes échelles, donc, de l'objet un peu jusqu'au territoire. Donc peut-être pour commencer cette table ronde, vous demandez comment vous êtes arrivé à la démarche tech et comment vous vous situez aujourd'hui dans ce mouvement. Parce que j'ai simplement dit quelques mots sur votre parcours, mais pour un détail davantage. Moi, je suis arrivé vraiment par hasard sur les low-tech. Je suis arrivé à l'ADEME il y a 6 ans, sortant d'une usine de fabrication de pompes de pétrole. Donc un peu virage. Et je suis arrivé pour travailler sur l'allongement de la durée d'usage des produits. Je suis arrivé, on m'a dit, Charlotte, il y a une étude qui se lance sur les low-tech, ça s'est lancé il y a un mois, c'est moi qui fais les films en charge. Donc j'ai dit, bah ok, pas de souci, en me disant, c'est quoi les low-tech et du coup, à l'ADEME, on connaissait il y a 6 ans, pas encore exactement, il y a 5 ans, pardon, pas encore ce que c'était les low-tech, et on a commencé l'étude avec un super BE, merci Will, et par des formations, sensibilisation à la low-tech, je suis arrivé, je pense, la veille de la première formation. Et donc j'ai découvert la low-tech vraiment sur le tas, je ne connaissais pas du tout, et aujourd'hui on voit que les choses ont bien évolué. Très bien. Et toi Sophie? Je vais essayer d'être aussi efficace que toi. Alors moi je suis arrivée à Nantes il y a 6 ans, 5 ans, et j'ai découvert les low-tech en arrivant à Nantes, parce que c'est vrai que dans le Grand Ouest en particulier, on se le disait, il y a une zénite particulièrement appréciable. Moi j'ai l'air de la recherche, enseignement supérieur sur les questions d'aménagement du territoire, en urbanisme, et il y a des enjeux évidemment colossaux intégrés au développement durable dans la fabrique des pays de Dalpa. Et maintenant, c'est un autre enjeu à l'école de design. Depuis 3 ans, je dirige City Design Lab à CT. Et j'ai souhaité effectivement amener cette question-là avec notre collègue, évidemment, Jean-Luc Barassard, qui est peut-être là, d'ailleurs, qui est notre expert développement durable à l'école de design Nantes-Atlantique. Et j'ai souhaité l'amener, pour nos étudiants en particulier, au City Design Lab. C'était de niveau master, la forme de designer d'espace, des designers de produits, des designers de politique publique, des designers de services. Globalement, on est sur ces compétences métiers. Et les low-tech, on a commencé à les aborder du point de vue objet, comme ça les ai mentionnés. Ensuite, à l'échelle bâtimentaire, systématiquement avec des partenaires comme l'école centrale, comme l'association Pala. On a pu travailler avec le Low-Tech Lab aussi en particulier, donc à l'échelle de l'objet, au fur et à mesure à l'échelle bâtimentaire, sur des dispositifs d'économie d'eau, par exemple, à l'échelle d'un bâtiment, et puis aujourd'hui à l'échelle territoriale, avec Nantes Métropole en particulier, et d'autres partenaires publics. Et l'idée, c'est de pouvoir y trouver en tant que designer, qui ne se substitue pas à l'ingénieur, mais qui vient aussi de manière complémentaire avec son approche et sa méthodologie particulière, investir ce talent-là. Et pour le moment, on pense qu'il y a plus de questions que de réponses, mais voilà comment on a été amené à explorer cette question low-tech en s'inspirant d'autres exemples comme à l'ARET aussi, évidemment, qui a publié un ouvrage il y a quelques années déjà sur justement de low-tech. Voilà, et dans une mission d'exploration des terrains d'atterrissage potentiels de ce que peut être la vie low-tech. Moi, je vais être un peu plus longue sur ce point parce que j'ai commencé à m'intéresser au sujet en 2 points, et comme c'est la thématique de l'ingénierie aujourd'hui,
Je pense que ça devait être intéressant. Ma première réflexion, elle est arrivée en école d'ingénieur où j'étais peut-être un petit peu naïve, mais je m'attendais à savoir vraiment à fabriquer des trucs en 5 ans. Il s'avère que ce n'était pas tout à fait le cas. Et c'était à l'époque, il y avait un tutoriel où on pouvait fabriquer un ordinateur de bout en bout. Je pense que ce tutoriel doit toujours exister, où composant par étape, on arrivait à recréer son ordinateur soi-même à la maison. Elle nous dit, ok, je suis un ingénieur qui va intervenir sur des systèmes complexes et qui n'arrivera jamais à fabriquer un avion de bout en bout, à fabriquer un ordinateur de bout en bout. Et je vais forcément avoir un rapport à la technique qui va être imparfait. Je pense que j'arrive à un moment dans mon cursus où la complexité technique est plus importante que ce que je peux appréhender avec le sabot. C'est-à-dire que je vais pouvoir en prendre des parties et je ne pourrai jamais en reprendre la totalité. Le premier élément de réflexion, alors je ne sais pas si on pourrait appeler low-tech, dans le cadre discernement technologique, ou en tout cas une question sur l'échelle que la complexité technique aujourd'hui te dépasse et je ne pourrais jamais l'appréhender dans son ensemble, à commencer ici. Et ensuite, deuxième aventure, donc j'ai commencé mon parcours en conseil, en service public de gestion des déchets, le côté collectivité, toujours on va aborder ensemble. J'ai fait ça 3 ans et ensuite j'ai été recrutée chez Google Management par Alan Fustek. Il m'a dit viens, on va faire des low-tech. À l'époque, on n'avait pas de définition. On a travaillé notamment avec le Low-Tech Lab sur le premier programme de la Low-Tech School. La note de la fabrique écologique n'était pas sortie. On avait en termes de contenu et de lecture assez peu de choses, donc on a lu beaucoup de trucs. On a essayé de partir de principes de l'économie circulaire pour les décliner, pour travailler autour de ces sujets-là. Et on a passé un gros cap au moment de l'étude sur les démarches Cotec avec la DED. On a vraiment essayé de poser des éléments de définition sur tout ce qu'on avait pu rassembler sur toutes ces années qu'on en arrivait jusque-là. Un peu, je dirais c'est différentes phases, même si la question du discernement technologique est un peu plus ancienne. Parce qu'on part. Mais bon, là, les thématiques d'ingénierie, je pense qu'on va aller quelque chose. Merci pour ces mots de présentation. Donc on voit bien que vous êtes tous les trois en plein dans cette transition de la sphère technique à public. Et justement, cette transition, elle pose la question de la place et de la sociabilité des professionnels de la conception, que ce soit ingénieurs, designers, architectes. Et selon vous, quel est son rôle dans les politiques publiques comment on peut favoriser la coopération entre ces différents acteurs et pour éviter. Ensuite, on parlera un peu de l'enseignement pour la RINAS. Ça qui met le micro comme ça parlait, donc je vais y aller. Alors, moi j'ai quelques petits éléments de réponse sur le sujet. Moi je pars du principe que les low-tech ne sont pas forcément issues de la sphère technique, mais elles sont issues de la sphère où l'utilisateur est au plus proche de son besoin. On va être sur un concepteur qui peut être ingénieur, pas d'IA, sur le sujet, qui va dimensionner un système pour répondre à un besoin qu'il a lui-même. Donc c'est le niveau le plus proche entre le concepteur et l'utilisateur. Ce qui est assez intéressant, parce que nous, notamment chez Covil, on a travaillé ces dernières années à la place de l'entreprise dans ce monde-là, donc c'est-à-dire introduire un intermédiaire potentiellement entre le concepteur et l'utilisateur, comment le faire de la meilleure des manières. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est la question de la sphère publique. En fait, la sphère publique, elle ramène aussi la question des low-tech au plus proche de l'utilisateur, qui sont les citoyens, les habitants du territoire, les entreprises présentes sur le territoire, mais aussi les individus. Et la sphère publique est presque plus proche de la sphère initiale où le concept s'est développé, donc individus, associatifs, etc. Et elle va le ramener dans ce volet-là. Comment on répond localement avec des compétences du territoire, des matériaux du territoire à des besoins du territoire. Rapprocher les besoins locaux, les compétences présentes localement et ce qu'on a à disposition pour faire fonctionner cet écosystème. Donc je dirais qu'elle ramène peut-être à son ADN initial la question des voilà, ça.
D'accord. Donc selon toi, il y a un peu un intermédiaire. Est-ce que tu considères que ces deux sphères-là sont un peu séparées? Est-ce que l'ingénieur, le designer, l'architecte, il a quand même un rôle pour amener les low-tech dans la sphère unique? Ou son rôle ne s'arrête pas? Alors, C'est sûr. ça dépend de si on a une conception élargie du rôle de l'ingénieur ou très technique de son rôle. Si on pense l'ingénieur au sens commun, disons, pour moi son rôle ça va être d'outiller, d'apporter les bons outils dimensionnés au bon endroit, mais peut-être que ça fera lien avec le sujet des compétences. La question d'identification du bon besoin va être centrale. On peut fournir un outil complètement qui a l'air sur le papier techniquement est génial, mais qui ne correspond pas aux besoins. Et c'est peut-être le rôle de l'ingénieur, c'est à partir, et c'est peut-être ce qu'on n'a pas réussi à faire les ingénieurs sur ces dernières années, plutôt que d'appliquer une solution géniale partout de façon identique, retravailler sur les fondamentaux un petit peu de notre formation et de notre métier, qui sont de dimensionner, de concevoir pour quelque chose, dans quel but et à quel niveau, à quelle échelle. Donc je dirais, le territoire, le public va être au plus proche des besoins. L'ingénieur va pouvoir apporter des outils, mais l'ingénieur est aussi capable de travailler sur la question des besoins. Parce qu'il y a peut-être des choses dans la formation qui méritent d'être encore développées. Et je parle du coup, je donne une note. J'avais entré dans ton sens, tout à fait, Lorraine. Alors après, c'est important pour moi de rappeler d'où on se situe à l'école de design. C'est vrai que nous, on veut accompagner justement aussi des évolutions, ces métiers-là. Et je suis d'accord avec toi, on nous attend souvent sur la solution unique, réplicable partout, évidemment, qui coûte le moins cher possible et qui ait l'impact les plus importants possible. Là où, de plus en plus, le designer, en tout cas en tant que designer d'espace, designer d'objets, il est de plus en plus investi dans des phases en amont. C'est-à-dire, il ne répond plus nécessairement uniquement à des cahiers des charges qui sont déjà décidés, mais c'est comment, et ça répond aussi à ta question, comment il est davantage intégré dans des process, des prises de décision, des accompagnements aussi publics, en l'occurrence, pour intégrer des principes, des idées qui viennent ensuite permettre d'élaborer des cahiers des charges dans le plus seulement exécutant, mais on souhaite aussi accompagner au sein des pouvoirs publics, au sein des entreprises, au sein des associations, avec les Cypriens en particulier aussi, des orientations spécifiques. Donc on ne peut plus seulement concevoir des objets qui viennent pour régler, mais on s'intéresse aussi au process finalement. Et c'est ce qui va aussi avec ce déplacement, je trouve, des low-tech de la sphère technique, objet, à la sphère publique et de plus grandes échelles territoriales aujourd'hui. C'est comment on accepte aussi de dépasser en fait cette vision un peu binaire d'une solution effectivement qu'on applique partout à organiser une démarche, à mobiliser des parties prenantes. C'est une question méthodologique qui est de plus en plus importante. On a, nous, en tout cas, exploré avec Nantes Métropole sur un terrain en particulier qui a donné lieu, oui, à des concepts et des formes de spatiales, des concepts formels, mais aussi à un dispositif d'accompagnement sur la mobilisation des acteurs, d'aller identifier des citoyens, des usagers, des représentants d'entreprises sur les sites qui sont destinés à être transformés. C'est comment est-ce qu'on peut aussi faire un inventaire des pratiques déjà à l'œuvre, parce que là aussi ça nous remet en question. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'il faut toujours réinventer et inventer le concept auquel on n'a pas pensé. En réalité, il y a beaucoup de pratiques à l'œuvre. On l'a exploré aussi avec la Samoa, la PERD, la nouvelle équipe de maîtrise d'œuvre urbaine sur l'île de Nantes. En fait, il y a beaucoup de pratiques de citoyens qui ne se revendiquent pas le TEP, qui utilisent le son. Donc c'est aussi partir de cet existant-là, c'est de poser la question de cette méthodologie, du process, comment on anticipe un process plutôt que à nouveau une solution, un dispositif, le dispositif ultime. Et c'est là aussi où on souhaite outiller aussi nos étudiants futurs professionnels à avoir ce regard critique, à pouvoir enquêter sur le terrain en particulier, à se doter aussi de connaissances, revenir à des éléments si fondamentaux, des lectures comme André Gorz, Ivan Illich,
On parlait même de Murray Bookchin, de se replonger aussi dans ces lectures-là pour questionner aussi leur regard, leur propre regard sur des visions et les amener à considérer tous ces process-là. Peut-être, Anne-Charlotte, compléter avec la dimension politique que tu as à la nègre. La dimension politique, elle vient vraiment compléter tout ce qui a été dit. Les low-tech, c'est arrivé en France, ça s'est développé sur l'aspect vraiment technique. Donc quand on s'est saisi du sujet à l'ADEME, comme je disais, on était un peu des ovnis à l'époque, on devait être 5-6 à l'agence à bosser sur ça. Ça a été compliqué déjà de se faire comprendre juste dans nos bureaux, nos collègues, nos services, pourquoi on allait sur ça, sur la démarche low-tech, quel était l'intérêt, quelle était la complémentarité avec les autres sujets qu'on portait déjà. Et en fait, on s'est rendu compte que tout le travail qui a été fait dans le premier rapport sur les démarches low-tech a permis de crédibiliser d'une certaine manière des pratiques, des actes, des conceptions, des démarches qui étaient dans ces démarches, mais sans avoir, pas d'étiquette, mais sans avoir d'entête dans lequel on pouvait s'intégrer et du coup qui n'était pas crédible sur le devant de la scène. Moi j'ai toujours cette image de quand on demande aux gens ce que c'est la low-tech, à l'époque ils nous disaient c'est le chauffage à la bougie, on est quand même loin du contre. Et donc le fait que les pouvoirs publics se saisissent de ce sujet-là, qu'on communique beaucoup dessus. À l'apparition du rapport, il y a eu énormément de com, on a fait des interventions un peu partout et dans différentes strates, autant des strates publiques que des strates privées pour expliquer ce que c'était que la démarche de tech, que c'était bien, comme tu disais Sophie, une démarche dans son entièreté et pas juste un produit qui sort d'une usine. Et donc voilà, il y a eu toute cette phase de crédibilisation d'une certaine manière qui fait qu'aujourd'hui, je pense que ça a amené aussi l'état dans lequel on est aujourd'hui dans les démarches tech en général et les gens qui se saisissent du sujet en disant si l'État ou les politiques publiques regardent, c'est que nous aussi on peut regarder. Dans les appels d'offres qui sont portés par les collectivités, les pouvoirs publics entre guillemets, ils définissent un besoin, c'est bien ce que tu disais Lorraine, c'est un besoin qui est défini. Et l'apport technique des ingénieurs, des concepteurs, elle permet aussi de répondre aux justes besoins et donc d'intégrer une démarche tech dans la réponse à l'appel d'offres, ce qui n'était pas du tout une notion qui était connue au moment de l'initiation de l'appel d'offres. Donc il y a un vrai enjeu à travailler toutes les strates ensemble. Et après, côté pouvoir public, la dernière pierre à l'édifice qu'on a mis plus récemment, c'est qu'on était capable d'acculturer et on voyait que les gens rentraient dans le move et comprenaient ce que c'était les démarches tech et puis avaient envie d'y aller. Et là, on s'est un peu retrouvé bloqué en disant mais ok, les gens veulent aller vers la démarche tech, comment on fait, comment on les accompagne. Mais c'est aussi notre rôle en tant que pouvoir public d'accompagner à la transition écologique, en tout cas pour l'ADEME, et du coup d'amener des méthodologies. Et donc c'est pour ça qu'on a fait le deuxième travail qui a été publié l'année dernière pour définir des méthodes d'accompagnement et des outils, des méthodologies pour outiller en fait les changements, la connaissance, la transition et l'acceptation. Du coup, la mise en œuvre de ces méthodes et toute la diffusion qui est en cours aujourd'hui permet de rassurer aussi. On se dit, s'il y a une méthode qui a été écrite, qui est portée par des pouvoirs publics, alors c'est pas forcément la meilleure méthode du monde, mais au moins il y en a une, elle existe, et on essaye de faire qu'elle soit adaptée à tous et que tout le monde puisse s'y retrouver dedans. Le fait que ce soit porté par les pouvoirs publics, ça montre qu'il y a un intérêt à y aller, et donc toujours dans cette volonté un peu de crédibilisation. Très bien. Peut-être que en plus d'outiller les territoires qui puissent traiter ces sujets de low-tech, il faut aussi penser à transformer les compétences donc, des concepteurs, toujours ingénieurs, designers, architectes. Donc comment on pourrait aussi repenser cette formation pour qu'elle puisse répondre davantage aux enjeux socio-environnementaux? Alors à l'école en particulier, dans chaque lab, on a une approche par la recherche, pédagogie, innovation. Donc j'aurais tendance à dire que c'est sur ces trois volets-là. La recherche, d'abord, nous on a recruté un chercheur postdoctorant, Geoffrey Paillard, depuis novembre dernier, qui explore la question de la stratégie territoriale au tech. Pour redonner un peu des éléments de contexte, pour répondre aussi à la première question, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? C'est évidemment parce que au City en particulier, on a voulu explorer l'échelle urbaine, territoriale. Et lorsqu'on a vu que Nantes Métropole, donc sa troisième version du PCAET, plan climat, air élargi territorial, nous avait intégré l'objectif
de faciliter ou en tout cas contribuer à une stratégie territoriale des tech, on s'est dit bon, c'est le moment d'investir cette question parce que très sincèrement, on en a aussi parlé avec les équipes de Nantes Métropole, les élus, et pas nécessairement point d'atterrissage sur cet objectif-là. Donc c'est un terrain de jeu en fait pour nous designers, et ça passe par la recherche notamment. Donc ça, c'est un premier élément. Je disais recherche, c'est un séminaire recherche. On a plusieurs modules qui permettent de traiter la question low-tech pour faire aussi référence à la littérature. Il y a Guy Souter, j'en ai mentionné certains, mais ça passe par là. C'est tout bête aussi, mais c'est apprendre à prendre le temps de lire. Voilà, ça fait un peu réel que ça. C'est vrai que les étudiants le disent eux-mêmes, ils ne lisent plus tellement, et elle est presque leur en sécher d'utiliser de l'ordinateur aussi sur un séminaire en recherche pour découvrir certains auteurs. C'est une vraie question. La pédagogie aussi, pour nous à l'école, c'est toujours la pédagogie adossée à la recherche et en partenariat. On n'a que des projets pédagogiques en partenariat, je le disais, avec des entreprises privées, des pouvoirs publics. Donc ça passe par là, ce sont des questions réelles, tangibles. Pour donner un autre exemple, mais sur un autre thème, comment faire atterrir le concept de l'alignement sexiste, qui est aussi un objectif de Nantes Métropole. On a des terrains concrets, on a des questions un peu suspendues qui je vais essayer de faire adhérer, donc ça passe par là. Et j'ai envie de dire aussi par une certaine culture territoriale, c'est peut-être à remettre à l'honneur, c'est s'intéresser aux secteurs qui font véritablement, puisque là c'est la question des territoires, qui font les territoires, qui sont les maîtres d'ouvrage, qui sont les maîtres d'œuvre, qui sont les maîtres d'usage, qui sont les citoyens, quelles sont les pratiques à l'œuvre, de remettre en gros leur méthodo, de s'intéresser à eux, de s'intéresser à ces process, et puis pouvoir se positionner là-dedans. Nous, ce qu'on souhaite accompagner, c'est la posture, le positionnement de nos futurs designers dans ce panel-là. Ça vient pas comme un cheveu sur la soupe. Il faut qu'on ait une dynamique à l'œuvre, il faut savoir comment on peut s'inscrire là-dedans et faire évoluer des choses concrètement, stratégiquement, point de vue méthodologique. C'est tous ces challenges effectivement qu'on s'est fixés en termes de formation. Je veux bien par la suite, que je pense que je vais avoir une réponse assez différente, mais qui est plutôt basée sur mon expérience personnelle. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis sortie d'école d'ingénieur. Alors j'avais vu les générations plutôt de nos grands-parents, des ingénieurs qui savaient vraiment faire des trucs. Je suis sortie d'école d'ingénieur en disant je ne sais pas vraiment faire des trucs quand même. Pour moi, la partie qui va être les compétences à développer, c'est aller dehors, aller construire des trucs, rater beaucoup, essayer différemment, faire avec pas beaucoup de budget, pas beaucoup de ressources, essayer de construire un truc qui marche pas très bien, parce que si on avait réfléchi un peu plus longtemps, il aurait marché parfaitement, mais de le faire tout de suite. Et c'est peut-être quelque chose qui m'a beaucoup questionné dans mon métier après l'école d'ingénieur, c'est qu'on passe beaucoup de temps à faire des calculs. On passe beaucoup de temps à dimensionner, à trouver la solution parfaite. Si les entreprises mettaient autant de budget dans le passage à l'action, même moitié moins de budget dans le passage de l'action que dans la mesure pour être sûr de prendre la décision, et même si on acceptait de se tromper 10% du temps, on avancerait beaucoup plus vite. Donc je dirais vraiment plutôt la mise en pratique opérationnelle, accepter de se tromper, accepter qu'il nous manque la moitié des données pour résoudre ce problème. Et voir que finalement ça marche. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça marche. Et après peut-être se dire que par l'expérience, par l'empirique, redimensionner finalement notre besoin initial. Et ça, je trouve que des formations qui sont plus proches du monde du vivant, comme autour de la biologie, sont plus adaptées à ce que moi j'ai pu connaître en école d'ingénieur, parce que le vivant, ça bouge, ça marche pas tout le temps pareil. Et il faut des trucs qui arrivent à fonctionner dans pas mal de cas différents, ce qui n'est pas trop le cas de quand on fait des mesures dans des systèmes complètement fermés qui ne sont pas du tout en phase avec la réalité opérationnelle. Dès qu'il y a un coup de vent, le système ne va pas fonctionner pareil. Et donc aller sur le terrain, et moi j'utilise souvent le terme innovation de terrain pour parler des low-tech à des gens qui n'aiment pas le terme low-tech. C'est-à-dire travailler avec les équipes opérationnelles, faire remonter des bonnes idées. Comment t'aurais fait, toi, qui vois le problème tous les jours et qui sais bricoler mieux que moi
qui n'avaient pas appris à produire en école d'ingé, malheureusement. La recherche, je pense que c'est important de manière générale pour faire travailler sur le concept, mais en tant qu'ingénieur, fabriquer des trucs. Peut-être que toi, Charlotte, qui aussi enseigne dans des écoles, tu peux couper. Moi, je suis une fervente défenseuse de mettre les mains dans le cambouis. Voilà, je pense qu'à tous mes entretiens d'embauche, j'ai utilisé ce terme-là parce que c'est ça que j'aime. Je suis arrivé en école d'ingé en me disant que j'allais apprendre à produire et je crois que c'est pour ça. Hein, on produit sans regarder les impacts. Ça a bien changé aujourd'hui en termes de posture, mais je pense que sur la formation, on le dit, c'est les jeunes générations qui vont éduquer les générations qui sont installées déjà dans les mondes des entreprises. Aujourd'hui, on forme les futurs dirigeants, les futurs décisionnaires des entreprises. Donc je pense qu'il faut former tout le monde. En fait, il ne faut pas se poser la question. Il faut que dans toutes les écoles, qu'elles soient ingénieurs, commerce, design, voilà, toutes les écoles qui amènent à des postes hiérarchiques et pas que, des postes dirigeants, on ait cette notion à minima de low-tech qui soit diffusée. Et après, il y a différents modes de diffusion. Hein. Il y a dans un amphi assis derrière un ordi, mais il y a le côté terrain et l'expérience que vous avez à Centrale Nantes met vachement en avant le terrain et ça, je pense que c'est une force. Voilà, donc c'est vraiment former tout le monde pour que ça se diffuse le plus possible et que ça mijote dans les têtes. Hein. On voit beaucoup d'ingénieurs qui transitionnent au bout de 5, 6, 7 ans de carrière pour aller vers des choses qui ont plus de sens, qui sont manuelles et voilà, qui répondent à des besoins. Donc c'est par ces changements, par ces réflexions qu'on va faire avancer aussi les choses. Et après, voilà, je rejoins le côté terrain. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. C'est comme ça qu'on apprend. Il n'y a pas d'échec en fait. Une non-réussite et un apprentissage d'une manière ou d'une autre. Et plus on apprend, plus on va évoluer et plus ça sera facile derrière. Donc quand on enseigne, et ça c'est un message à tous les enseignants, mettez des cas concrets dans vos enseignants. Voilà. J'essaie de le faire à chaque fois. Moi, je fais des jeux, des vidéos et des cas concrets, mais ça prend du temps hein, de préparer des cours, mine de rien. Mais c'est ça qui fait qu'on va aussi attirer l'œil et créer de l'adhésion des étudiants pour la suite derrière. C'est vrai que c'est une bonne idée. Et Sophie, toi, à l'école du design, je vais te poser la question, est-ce que les low-tech, c'est déployé à l'école depuis un noyau ou ça fait partie de la stratégie de l'école? Alors ça part quand même juste d'individus, hein. On se rejoint aussi à ce niveau-là. En revanche, c'est devenu effectivement une stratégie qui est partagée. Je parlais de Jean-Luc Barassam tout à l'heure, qui est vraiment notre expert développement durable et qui invite des conférenciers, organise des projets. Donc c'est vrai qu'on passe uniquement par les projets. Ça me semblait effectivement être aussi une évidence en fait sur le terrain en tant que designer. On co-conçoit nos étudiants pour tous les concepts, j'ai oublié de le rappeler, hein, mais effectivement la problématique elle est abordée avec les citoyens, c'est-à-dire qu'ils reposent, ils redéfinissent les questions, ils vont chercher les parties prenantes, ils les mobilisent, ils organisent des ateliers, ils conçoivent les supports, ils animent, ils analysent les résultats, ils retournent sur le terrain, ils enquêtent, ils vont poser des questions aux habitants sur le désir d'habiter l'hôtel de l'île de Nantes, des papas et les mamans à la sortie de l'école. Donc effectivement, il y a cette approche terrain qui est fondamentale et ça c'est partagé effectivement aussi à l'échelle de l'école. Maintenant, il y a aussi peut-être un regard un peu critique à amener aussi parce que nous en tant que designer, je pense que Camille, je sens si peu de name dropping ici présente, il y en a d'autres, le savent très bien, quelque part on doit toujours un peu légitimer notre présence, expliquer pourquoi on est en tant que designer, parce que non, on ne fait pas que du retail, on ne fait pas que du luxe, on ne fait pas que des objets chers que personne ne peut s'acheter. Donc on a tendance effectivement à valoriser en gros aussi nos compétences sur la co-conception, la vie, le relationnel, parce que c'est aussi une question de liens sociaux, de coopération, d'entraide. Il y a le tech, c'est là aussi qui se situe nous en tant que designer, et ça c'est partagé aussi à l'échelle de l'école. En revanche, c'est vrai que ça reste tout de même, je pense que c'est un petit peu tous, un sujet un peu niche qui de temps en temps on nous demande de ne pas utiliser le terme low-tech et puis au final au vu des concepts on se dit maintenant on va peut-être intégrer ça au schéma directeur, donc on est toujours dans ce rapport un peu ambivalent et c'est vrai que ça amène justement à considérer effectivement Lorraine ou Charlotte, enfin, voilà,
ce process en fait. On peut faire des choses, on peut effectivement itérer. En tant que designer, c'est ce qu'on fait systématiquement. Mais il y a peut-être aussi ce regard critique, dire qu'aujourd'hui, ça se déplace dans la sphère publique. Pour le moment, il y a quelques points d'atterrissage, mais ils restent un peu nombreux. Comment est-ce qu'on peut contribuer à ça et comment, effectivement, on peut se porter un peu ensemble aussi. Et puis revoir nos propres paradigmes. En aménagement du territoire, il y a tout un tas, effectivement, de paradigmes à redéposer, mais là aussi, c'est pas linéaire, quoi. C'est pas parce qu'on a l'argument ultime qu'on embarque et puis ensuite, voilà, c'est une barre d'ascension et un chemin tracé. Il y a effectivement beaucoup de tumulte et il faut aussi accueillir tout ça, effectivement, pour le transformer dans les itérations et s'assurer effectivement que ce soit partagé à l'échelle de Polycom. Du coup, je vous vite pour rebondir, j'ai une petite question pour toi. Moi, j'ai l'impression que paradoxalement, ce qui m'a manqué, par exemple, dans le cursus d'ingénieur, qui est le rapport à la matière, à la conception, qu'on retrouve peut-être presque plus sur des formations en design, et je pense à design objet, etc., où tu vas prototyper beaucoup plus que... Alors, ce que moi j'ai eu, c'était il y a 10 ans, donc ça a peut-être changé effectivement, mais le côté prototypage, lien avec la matière, conception, j'ai l'impression qu'on le retrouve presque plus dans des écoles de design, peut-être que des écoles d'énergie. Peut-être que tu pourras répondre. C'est vrai que moi je ne connais pas spécifiquement la formation, en tout cas dans le détail d'ingé. En tout cas, c'est sûr qu'avec le design, il passe par cette matière-là, ces itérations, même si après, on voit que les étudiants arrivent en master, ils ont tendance à avancer, qu'on est dans la réflexion intellectuelle et on oublie un petit peu, il faut le ramener. Effectivement, c'est un des enjeux. Ouais. Je pense que ça dépend vraiment des modes d'enseignement et des écoles. Moi, j'ai fait mon école il y a 10 ans aussi. J'ai fait un canoë en composite, qui nous a pris, je pense, 2 mois à faire dans le cadre des cours. Et après, on avait, chez l'école, il y avait énormément d'associations. Et on avait, je me souviens, un garage associatif où j'étais faire du cervelage, on a reconstruit un Solex et tout. Et on était en autonomie sur ça. Et donc, on avait beaucoup de temps libre pour nous permettre de faire de l'associatif. Donc, ça dépend vraiment des choses de la structuration de l'école. Mais du coup, ce qu'on voyait vraiment, c'est que les étudiants qui étaient intéressés par mettre les mains dans le cambouis, ils le faisaient un peu dans les cours avec des TP quand il y avait les opportunités, mais c'était surtout dans le cadre associatif, en parallèle des études. Et il y en avait qui produisaient des trucs, de tarés, qui passaient jour et nuit à être dans les garages assos, à pas dormir et à construire, parce que c'était leur passion. Et voilà, il y a des matins, tu le voyais, ça n'avait pas marché dans la nuit, ça se voyait sur leur tête. Donc c'était vraiment... Après, c'est aussi la motivation il y a le cadre d'enseignement qui est défini et bravo et merci aux écoles qui laissent cette possibilité de manipuler, d'essayer, de se planter, d'être sur le terrain. Et après, il y a tout le cadre associatif en parallèle qui est généralement une force dans les études supérieures qui permet de compléter cette soif de terrain. Pour continuer sur ce lien entre les ingénieurs et les designers, comment vous pensez qu'on peut aider à rendre la coopération entre ces différents facteurs efficace? Parce que ils ont une formation qui diffère, et pourtant leurs rôles sont importants dans cette transition et le développement de la démarche de tech. C'est un peu un rêve, mais je pense que à l'échelle des villes où il y a plusieurs écoles de différentes formations, diviser une semaine où toutes les écoles sont dans un lieu neutre, genre un parc expo ou je sais pas quoi, et y aller en mode hackathon production, et on fait des équipes pluridisciplinaires, et pour que chacun déjà puisse mettre en avant ce qu'il a appris et ce qu'il a lu, mais surtout puisse voir ce que font les autres métiers, et qu'un ingénieur comprenne comment c'est une étude, à quoi sert un designer, à quoi sert quelqu'un du marketing, à quoi sert même des juristes, enfin, voilà, que les études supérieures se retrouvent en un point sur un temps banalisé avec un objectif projet et pour vraiment interagir ensemble en n'oubliant pas la convivialité parce que c'est quand même une part importante des low-tech et ça permettrait de créer du lien et pas de l'opposition et pas de la crainte en arrivant dans le travail de dire oh là je suis une équipe, il y a 3 designers, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec eux? C'est un peu utopiste, mais je pense que c'est la vie. Oui, très très bonne idée. Allons-y, effectivement, une résidence d'étudiants, ingé, designers, autres, urbains, paysagistes, enfin, évidemment, il y aurait beaucoup d'autres à mobiliser. Après,
le plus difficile là-dedans, c'est le planning. En fait, c'est hyper pragmatique, mais on en a fait l'expérience avec Jean-Marc quand on a fait travailler nos étudiants, donc ingé, designer, avec le Tech Lab. Enfin, voilà, parfois, c'est des questions vraiment pragmatiques qui sont compliquées, mais en réalité, voilà, il y a effectivement faire véritablement, en fait, pas seulement le dire et l'utiliser comme un slogan, mais faire véritablement du transdisciplinaire, pluridisciplinaire. En fait, ça permet aussi à chacun, finalement, de se positionner dans ses corps de métier. Enfin, c'est-à-dire qu'on avance ensemble sur la question des low-tech, mais en fait, on arrive aussi à mieux définir ces terrains, justement, ces spécificités. C'est pas parce qu'on travaille ensemble qu'on est amené à lisser aussi nos pratiques. Au contraire, ça peut permettre de spécialiser. Donc, pourquoi pas, effectivement, une résidence voilà, d'étudiants à Nantes sur un site qui serait destiné potentiellement à être transformé. Après aussi, de manière critique, il faut se dire quand même, je pense que les cultures sont très différentes. On a testé sur des formats assez courts et ça prend du temps quand même. Voilà, là aussi, c'est pour être tout à fait réaliste, entre notamment les designers et les ingénieurs, il y a un petit temps aussi, et même les archis et les designers, quand on les fait travailler ensemble, il y a une petite sensation de vertige au départ. Hein. On voit les étudiants, enfin voilà, où est-ce qu'on se situe exactement, comment on a voilà, ne serait-ce que sur les outils, la méthode, enfin, à peu près tout. Donc il ne faut pas aussi sous-estimer l'énergie, le temps que ça prend aussi de s'acculturer en fait respectivement. Et voilà, peut-être un vrai projet sur un temps long, voilà, d'un an, avec différentes phases aussi des process, en essayant d'accélérer ce que. Bonne idée, allons-y. Comme on a le droit a priori de faire ce qu'on veut dans cette expérience, on propose d'ajouter quelque chose de rigolo. C'est que on n'est pas le droit de dire de quelle formation on vient et qu'on intègre des gens de la société civile dedans. Comme ça, parce que je crois beaucoup au potentiel de la formation, je crois beaucoup au potentiel du bon sens paysan et aux compétences apprises. Bon, on a tous dans notre entourage un drôleur de génie qui n'est pas ingénieur ou designer, etc., et qui comprend bien les choses. Et je trouve de ne pas avoir le droit de mentionner sa formation, parce qu'au bout d'un moment, ça compte plus. Et d'avoir des gens de profils un petit peu différents, je trouve que ça apporterait un truc rigolo dans cette expérience. C'est une dernière question pour conclure. On voit qu'il y a des formations qui se multiplient sur ces sujets de la low-tech, que ce soit ici à Centrale Nantes avec l'option ingénierie low-tech, à ASCA, aux mines de Saint-Étienne, j'en oublie peut-être d'autres, l'école de design évidemment. Comment vous percevez cette évolution? Comment ça influence vos pratiques? Je peux commencer si tu veux. Alors, moi j'enseigne aux mines de Saint-Étienne. J'ai commencé par un cours d'une demi-journée pour les étudiants de première année. Aujourd'hui j'enseigne au Master Spé, mais sur les cours d'une demi-journée aux premières années, j'ai choisi un format un peu différent où on travaillait beaucoup sur les imaginaires, la perception du technosolutionnisme, notamment, et je leur montrais des questions des cubes qui étaient un petit peu absurdes sur le côté tout techno, et les questionner sur leur modèle de réussite et voir est-ce que leur modèle de réussite individuel il était associé à une maison avec plein de choses dedans, et essayer de travailler sur ces modèles de réussite individuels. Et donc on a travaillé là-dessus plusieurs années, et j'ai dû commencer en 2022, je cherche Valérie Dungar, je ne sais pas si elle a plus d'infos que moi ce cours-là, et on a dû pas mal de faire, déjà le cours est assez rigolo, parce qu'en une demi-journée, en plus on sort du cadre des cours habituels, les élèves aiment bien ce format, mais on a dû le changer. Au début on parlait un peu des limites planétaires, et sur les dernières années on voit que les élèves, les limites planétaires, ils en ont entendu parler 12 fois, ils en ont un peu marre. Ce qui est fun, parce que nous, ça nous oblige à nous renouveler. Mais là où il y a 4 ans, les gens nous regardaient avec des grands yeux en disant « Ouah, les limites planétaires, j'avais entendu parler ». Aujourd'hui, et je pense dans les formations, tous les intervenants doivent avoir ça dans leurs intros, et c'est normal. Ils ont passé le cours complet dessus, et du coup, il faut qu'on arrive à parler d'autres choses. Ça, ils ont compris, et l'idée, c'est de ne pas créer une lassitude chez les étudiants. Ils ont tous fait la presque du climat, alors on leur a parlé de limites planétaires, comment on renouvelle notre enseignement pour les accrocher
en disant ok, la théorie on l'a eue, qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment on conçoit et qu'est-ce que ça implique d'autres sur votre futur métier, travailler sur comment vous voyez votre futur métier. Je pense qu'aujourd'hui, la phase de sensibilisation, on a atteint le niveau de saturation ou pas très très loin chez les étudiants et il faut qu'on renouvelle nos manières de présenter ces sujets. Ouais, je pense que tu soulèves quelque chose d'important en fait, c'est de se faire plaisir en fait, et aussi d'inviter les étudiantes à se faire plaisir là-dedans. Il y a pas mal d'attentes, c'est vrai, mais ce qu'on veut accompagner, nous en tout cas, c'est des postures, je le répète, des positionnements qui s'approprient véritablement ces questions, qui testent et qui fassent leur place aussi là-dedans. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux modules, des projets, je disais à l'école en particulier, c'est vrai qu'on est vraiment sur des terrains systématiquement, des questions très concrètes. Et on demande, et on dit aussi beaucoup aux étudiants, voilà, c'est à vous voilà, de quelque part réinventer tout ça. Certes, ils doivent composer, et on les accompagne là-dedans pour qu'ils soient force de proposition, force vive. J'ai envie de dire aussi, dans les entreprises, derrière eux-mêmes, les collectivités, le corps public, même les employeurs, il faut aussi laisser cette place-là, quelque part pour pouvoir prendre des décisions aussi peut-être plus rapidement, avoir des responsabilités peut-être plus fréquentes et laisser aussi faire leur place dans les directions. Voilà, les ingés, les métiers qu'on représente là certainement sont importants effectivement à considérer. Donc voilà, c'est laisser les étudiants aussi les accompagner dans ce positionnement, cette posture, l'idée le plus loin possible, mais c'est aussi à côté, en tout cas pour nous, dans nos échanges au sein de l'écosystème, en particulier d'entreprises et de pouvoir public, d'accompagner aussi et de les laisser faire leur place aussi aux étudiants, aux jeunes professionnels. Je pense qu'il y a deux notions qui aident aussi à l'enseignement. Il y a la convivialité. J'en parlais, c'est quelque chose qui est important. Je sais que je fais des références de films dans mes cours. C'est tout bête, mais ça permet de raccrocher les étudiants. Et généralement, ils découvrent le film ils repèrent très rapidement quel est le film. Et on voit très bien qu'il y a une réflexion qui s'amorce chez eux de se dire quel est le lien entre le film, en l'occurrence c'est OSS 117, et les low-tech. Et il y a un vrai lien. Voilà, c'est le pédalo à tête de canard pour ceux qui veulent la ref. Et donc moi je les accroche comme ça, et déjà ça dédramatise la relation enseignant-étudiant. Le deuxième point, c'est la concrétisation. Moi j'ai souvenir de cours très théoriques. Moi j'étais en alternance pendant mon école d'ingé, et j'avais des profs qui essayaient de m'expliquer comment se passait une organisation de production, mais qui n'avaient jamais mis les pieds sur le terrain. Voilà. Et moi c'est un truc, on s'est bien pris la tête en école d'ingé. Mais j'ai toujours dit, vous faites de la recherche, c'est cool, vous alimentez du coup toutes les organisations qu'il y a aujourd'hui, mais m'expliquez pas, quand vous me demandez de mapper mon entreprise, m'expliquez pas que j'ai faux dans ce que j'ai écrit. C'est moi qui suis sur le terrain, c'est pas vous. Voilà, des fois j'essaie vraiment de mettre en avant des cas, et je vois qu'il y a Élise qui est là, on a intervenu dans un parcours à la Centrale Paris, voilà, c'est plusieurs années que je le fais, mais on a vraiment essayé de donner aux étudiants des témoignages de gens du terrain et des acteurs du terrain pour leur montrer comment ça se réalise, toute la théorie qu'on leur donne, comment ça se matérialise. Donc ça, voilà, c'est vraiment important, et moi j'essaie toujours de rendre les étudiants acteurs du cours. Et là, en l'occurrence, à Centrale Paris, ils allaient visiter dans le parcours une usine de chauffe-eau. Et moi, j'abordais pas ça sous l'angle que low-tech, mais conception sous contrainte environnementale, pour essayer d'ouvrir un peu le chakra, le champ des possibles, et j'avais choisi de focaliser uniquement sur éco-conception et démarche low-tech. Et après, je leur donnais les documentations techniques des produits qu'ils allaient voir le lendemain, en disant, voilà, vous avez une demi-heure, en gros, vous réfléchissez, vous me proposez des solutions d'amélioration, soit à base d'éco-conception, soit à base de démarche low-tech. Et le lendemain, ils arrivaient dans l'entreprise avec les idées qu'ils avaient écrites, moi j'avais transmis à la personne qui les accompagnait, et ils en discutaient réellement avec l'entreprise. Et du coup, c'était pas... ça va de mon côté vraiment concrétisation, et c'est un peu ce que vous avez avec la démarche projet, c'est qu'il faut de la réflexion, mais il faut aussi convertir entre guillemets cette réflexion, et je pense que c'est un vrai moyen de convaincre les gens qu'on a devant nous, les étudiants qu'on a devant nous, que ça a une pertinence, que c'est réalisable dans la vraie vie, et du coup c'est ça qui va faire qu'on va les embarquer, et que ça va
ça va les guider eux tout au long de leur vie et de leur carrière. C'est un beau mot de conclusion. Merci à toutes les trois. On va s'arrêter là pour laisser la parole au public. On va faire passer le micro dans l'amphi, donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez une question. Bonjour et merci pour vos contributions et d'avoir organisé une journée pleine de ressources, j'imagine, dans la salle à côté et à travers vos propos. À vrai dire, je suis un peu effaré par ce que j'entends, pas par les contributions générales, mais par le début de la matinée, ne serait-ce que l'intitulé « Développement durable » qui est encore là, qui traîne, qui est revendiqué. Je n'ai entendu qu'une seule fois le mot énergie. Et c'est dans le plan de je ne sais pas quoi de la ville de Nantes, là, une seule fois le mot énergie, alors qu'on a un événement là pas très loin qui nous bloque en termes d'énergie, et on est à 20 minutes de passer à table, en quelque sorte, et on n'a pas du tout parlé alimentation, une fois le mot paysan. Bon, en bon sens, paysan qu'il faudrait quand même interroger fortement, parce que il est assez loin des pratiques d'aujourd'hui. Que faire? Voilà, vous inviter à réfléchir, le bricolage, le low-tech, mettre les mains dans la matière. Donc je renverrai vers une lecture qui m'a vraiment permis de m'asseoir dans ma pratique professionnelle, c'est Matthew Crawford, Éloge du carburateur. Ceux qui ne l'ont pas lu, je vous conseille de vous lire. Éloge du carburateur, vous parliez du Solex, on est exactement là-dedans. Il est philosophe américain, il y a 15 ans qu'il a été ce livre. Éloge du carburateur, Matthew Crawford. Quand vous interrogez le calcul poussé à l'extrême, donc la performance de notre société qui va taper dans un mur très fort, on va tous exploser, puisqu'on ne sait pas comment on va faire pour accéder à l'énergie, même pour manger, hein, comment on va faire pour manger midi, on n'en a pas du tout parlé. Donc, c'est le travail d'Olivier Amand, HA, MAIT, sur la robustesse. Vous pouvez le découvrir en vidéo sur YouTube. Excellent, mais en même temps, je renverrai vers Vincent Mignereau aussi, et je conclurai avec l'énergie. Comme il n'y a en gros qu'une source d'énergie, c'est la conversion de l'énergie solaire en pétrole et en charbon. On l'allume, ça brûle tout seul, il n'y a besoin de rien. Si on n'a plus de pétrole, ni de charbon, de gaz, on ne peut plus organiser notre société. Il n'y a que l'énergie, et la seule énergie, c'est celle-ci, qui permet d'organiser la société. Comment faisons-nous, puisqu'on doit la laisser dans le sol, cette énergie? Comment faisons-nous? Merci de m'avoir écouté. Alors j'ai une réponse partielle à votre question, que je pense comprendre, qui est, alors Gauthier Rouxil avait pas mal travaillé sur ces sujets-là, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais dans le monde des low-tech, on a beaucoup d'expérimentations qui se passent en milieu contraint reconstitué. On peut citer le bateau de Clémentine Delperron, on peut citer la tiny house du Low-Tech Lab par exemple. On n'est pas obligé de se... Enfin, ces contraintes ne sont pas encore arrivées. Ce niveau de sobriété nécessaire n'est pas encore contraint. Et la solution pour moi viendra du fait de se auto-fixer ces contraintes, de travailler avec 2 fois moins d'énergie, 4 fois moins d'énergie, à s'alimenter 10 fois moins d'énergie, à fonctionner différemment en avance de phase. On ne peut pas attendre de se prendre ce mur-là. Et la contrainte choisie sera beaucoup plus facile à aborder que la contrainte subie. Ça me fait réagir à un mot qui a été dit dans l'introduction qui est avec les low-tech, avec les ingénieurs, on va essayer de faire mieux avec moins. Moi je pense qu'il va falloir qu'on fasse moins avec beaucoup moins. Même la question du mieux pose question, donc, et je crois dans cette partie de sobriété.
Donc, bonne question, et il y avait plusieurs morceaux. Mais sur la partie, je pense, commencer à travailler sur ces contraintes. Alors, mon contrainte, il n'est pas facile à entendre, mais à anticiper ces changements-là, il faut s'y mettre tout de suite, on est déjà même en retard. Peut-être juste un mot, c'est vrai que là où on se situe, nous, respectivement, c'était témoigner quelque part de ce déplacement des questions de low-tech à l'échelle voilà, de l'objet technique à la sphère publique et toutes les questions. On a commencé par ça, de préciser aussi qu'aujourd'hui, il y a plus de questions qui sont soulevées. On témoigne aussi quelque part de l'importance de ces sujets dans la sphère publique aussi. Enfin, il y a quelque chose qui émerge, qui est très récent, et qui pose effectivement tous les enjeux que vous avez évoqués, hein, l'alimentation, de l'énergie. Il y a plusieurs manières de les aborder et on vient témoigner finalement aussi de la manière dont on peut former les ingés. C'est une toute autre question en fait, hein, voilà, de comment on peut accompagner des ingés, des designers à s'approprier tout ça, à se positionner. En revanche, voilà, il y a un existant, il y a des transformations, il y a encore beaucoup d'éléments à discuter, mais on vient surtout témoigner aussi de cet accompagnement, de ce déplacement de manière générale. La question de l'énergie, qu'on a même fait un Rocher mettre une conférence de journée. Je pense que ça a été d'ailleurs traité, c'est la 4e édition du Forum Low-Tech, il y a eu voilà, des tables rondes sur ces sujets, l'alimentation aussi en fait partie. Nous, on a le Food Design Lab à l'école aussi qui traite de ces enjeux de l'alimentation. Voilà, donc on est aussi à votre disposition pour poursuivre l'échange sur des thèmes plus en particulier, des sujets plus en particulier tout à l'heure. Voilà, merci. Et juste pour compléter, l'idée n'était pas de rentrer dans une spécificité, une thématique, et de vraiment de rester le plus vague possible pour toucher le plus de monde. Et tous les travaux qui sont portés par nous toutes et par d'autres sont généralement applicables à plusieurs thématiques. Il y a une certaine transversalité dans la mise en application, parce qu'on sait qu'on ne fait pas l'un sans l'autre. Et donc cette transversalité nous permet d'essayer d'anticiper au mieux la contrainte et nous permet d'arriver à une transition qui se fera principalement sous la contrainte plus que sous l'envie aujourd'hui. Il y a une autre question ? Bonjour, je voulais savoir par rapport à la vision low-tech, comment les industries par exemple pouvaient relier le profit aux méthodes low-tech, puisque par exemple le principe du low-tech c'est de pouvoir faire quelque chose de chez soi avec ce qu'on a chez soi, donc comment une industrie pourrait produire quelque chose de façon low-tech tout en essayant de faire du profit sans que la personne voudrait juste le produire ça chez soi avec ce qu'elle a chez soi. Le low-tech, c'est une démarche dans son entièreté. Et donc on a deux exemples d'entreprises, et moi je vais en citer, mais je pense que la main après qui a conçu c'est une entreprise qui fait des jeux pour enfants numériques, des jeux interactifs qu'on trouve dans les espaces communs type Burger King et Flunch, je pense que vous pouvez les citer. Quand vous tapez sur le pingouin, il glisse sur sa banquise au sol. Et du coup, c'est une entreprise qui, il y a 3 ans, a initié une réflexion en disant mais en fait, les écrans pour les enfants, c'est pas ce qu'on veut, on peut les faire s'amuser différemment. Et donc, ils ont conçu un jeu auto-alimenté, qui n'avait pas besoin d'être branché, qui est sorti de l'environnement, qui est une animation numérique, puis une animation physique, puis une animation numérique avec des jeux de LED. Cette entreprise-là, il y a énormément d'informations sur Internet, pour autant ils ne sont pas en full open data, ils ont peu de choix de palette, mais ils ont le choix d'appliquer une démarche tech dans la conception de leurs produits et dans la mise à disposition. Là où ils faisaient uniquement de la vente de finalité, aujourd'hui ils sont vraiment partis dans l'économie de la fonctionnalité avec ce projet-là. Et donc ça a permis de rendre accessible les démarches low-tech. Il y a cette notion de convivialité, de connaissance, d'open data, mais ça n'empêche pas d'avoir des marchés à côté et en fonction de la compétence nécessaire pour construire le produit ou le service, c'est pas forcément faisable en autoconstruction.
Et low-tech, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de technicité dans le projet. Alors, je crois comprendre une autre question derrière votre question, parce que plutôt que d'industrie, je pense qu'on parle d'entreprise en général. J'ai écrit une publication un peu plus longue sur ce sujet-là, et je l'ai un peu abordé tout à l'heure. Si les low-tech, elles viennent du monde associatif, domestique, disons, et évoluent vers le monde de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va introduire un intermédiaire entre l'utilisateur et le récepteur, c'est pas forcément mal. Rien que d'un point de vue complètement pratique, on ne va pas tout faire tout seul. Je ne peux pas et construire ma maison et fabriquer tout ce qu'il y a dedans, je pourrais peut-être. Déjà, je n'aurai jamais toutes les compétences, je n'aurai jamais tout le temps. Et il va falloir à un moment que je trouve de l'aide pour des questions de compétences, de techniques. Il y a des entreprises sur ce sujet-là qui font d'ailleurs plutôt de la formation à l'autoconstruction plutôt que de fournir le produit fini. Et je vais mettre les pieds dans le plat, mais faire du profit n'est pas mal. On peut faire du profit en temps d'entreprise en proposant des produits et des services de qualité. Je ne sais pas si je vais laisser derrière votre question, mais cette transition ne pourra pas se faire en restant uniquement dans la sphère domestique associative. On a besoin des entreprises, on a besoin des sphères publiques pour avancer, on a besoin des gens qui ont de la bonne volonté, on a même besoin des gens qui ont de la mauvaise volonté, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, il faut qu'on avance. Et la question d'introduire des entreprises dans ce monde-là, elle est indispensable. La question de comment on le fait bien, et même, on parlait d'échec-erreur, comment on le fait pas trop mal la plupart du temps. Si on y arrive 80% du temps, ce sera déjà génial. Donc, je pense que les industriels, et en plus il y a des super expérimentations en PACA sur le développement d'un écosystème industriel low-tech, si on va sur le volet industriel, il y a des choses qui se débloquent, mais je pense que si je pense comprendre votre question, il y a de la place pour les entreprises dans ce monde-là, et ce n'est pas dévoyer la démarche que de ne pas laisser tout le monde faire tout seul et d'écarter sur certains points. Enfin, surtout, l'idée, c'est de ne pas introduire de boîtes noires, de systèmes qui soient pas réparables dans le système, mais on peut le faire bien, et je pense qu'on a besoin d'avancer là-dessus. Très rapidement, c'est vrai que nous, on est sollicité de plus en plus par des industriels pour le coup. Alors, je ne voulais pas citer les noms parce qu'il y a des obligations de confidentialité, mais il y a en l'occurrence deux très grands groupes industriels qui nous ont justement sollicité sur la question de la robustesse, comme mentionnait monsieur, et l'élément oublié avant. On l'a invité à l'école pour donner une conférence. Et c'est intéressant de voir aussi que même des industriels, de grands groupes qui sont vraiment sur les systèmes industriels grande échelle, et là je pense qu'on peut aussi un débat, parce que est-ce que tout le monde est d'accord aussi sur cette nécessité-là? Il y a plus de questions finalement, mais on est là aussi, on témoigne de ce dépassement de cet intérêt d'industriels, de grands groupes industriels, pas sur la dimension low-tech, c'est pas cité. En revanche, la robustesse, il y a des points d'entrée qui sont un peu différents et qui permettent aussi d'intégrer quand même cette dimension-là, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les organisations politiques. Il ne s'agit pas de vouloir, encore une fois, inventer le dispositif ultime et du vouloir imposer à tout le monde. En fait, il faut réussir à embarquer. Et quand on a un grand groupe comme ça, on a un point d'entrée, on va en discuter, on nous des perspectives. Il y a des choses qui fonctionnent aussi parfois, et tant mieux, et ça permet aussi d'avancer. Mais là aussi, en tout cas je parle à l'échelle de l'école, on n'est pas une agence, encore une fois, nous on n'a pas d'obligation de résultat aussi, on est là pour former des professionnels au métier de demain et à les ouvrir à ce sens critique, au discernement que ça a rappelé aussi, c'est pas constitué encore une fois, et voilà, c'est important quand même de constater qu'on est de plus en plus sollicité aussi par de grands groupes industriels sur ces questions-là. Voilà. Merci pour vos présentations. Moi, j'avais aussi en tête le sujet de l'industrie et puis globalement du passage à l'échelle avec cette dimension politique. J'avais une question pour Anne-Charlotte à l'ADEME. Je travaille avec l'ADEME dans ma structure. On voit qu'aujourd'hui, c'est pas si simple
de maintenir ces engagements-là, ces politiques et des choix stratégiques, des financements qui ne sont pas forcément garantis dans la durée. Et ça aide pas non plus les acteurs à prendre des risques, à tester des choses. Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles là-dessus ou est-ce que vous avez des choses un peu rassurantes? Je pense que l'axe de la robustesse, la résilience, la souveraineté, c'est des sujets qu'on entend beaucoup et qui peuvent aller dans le sens des low-tech également. Quelle est un peu votre vision de ça? Je jouais la carte de réserve électorale. Non. Les infos, vous les avez aussi. Hein, nos subventions, nous, on rêverait de pouvoir soutenir tout le monde et accompagner tout le monde à la transition écologique. Et malheureusement, on a des budgets qui ne sont pas inextensibles. Il faut qu'on fasse des choix. Après, c'est compliqué, que je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais potentiellement, j'ai quelqu'un à vous présenter très rapidement. Non, vraiment, je joue la carte Joker. Hein. Je n'ai pas de positionnement à vous annoncer. On aimerait. La volonté est là. Sein de l'ADEME, comme je disais, voilà, les low-tech, il y a 6 ans, c'était l'inconnu. Aujourd'hui, il y a une vraie dynamique et on est trois aujourd'hui. On aurait pu être 20 si tout le monde était venu. Toutes les régions prennent en main ce sujet au niveau ADEME. Après, je n'ai pas de baguette magique, malheureusement. Je ne peux pas vous donner plus d'informations. Merci pour la présentation. Là, j'ai un petit truc qui m'a tenté, qui est sur la question du profit, qui est évidemment hyper importante. Il faut vivre, il faut bien vivre, mais c'est à qui ça profite, en fait. Et pour moi, la question de la low-tech, elle est fondamentale là-dedans. Des entreprises, c'est génial. Faut pas... la boulangerie du coin, avec ces personnes qui y travaillent, etc. Aussi, on parlait tout à l'heure de rapprocher le concepteur et l'utilisateur. Et le truc qui tombe du ciel au milieu, là, c'est fait comment? Et donc les personnes qui sont au turbin, comment ça se passe? Et je trouve qu'il ne faut pas dévoyer la démarche, mais donner comme rare exemple de ce que c'est la low-tech entreprise, parler de McDo et de KFC, je trouve ça un peu, en tout cas je l'interprète comme ça, un peu limite. Et bien sûr c'est une démarche, on peut partir de très loin pour aller ailleurs, mais je pense qu'il y a une forme de discernement aussi là-dedans à avoir. Voilà, en tout cas, à qui ça profite, c'est ça ma question. Je ne citais ni McDo ni KFC, j'ai cité Burger King et Fletch. Mais c'était justement pour citer le point de départ de cette entreprise qui alimentait ces structures-là et qui mettait leurs produits à disposition de ces structures et qui aujourd'hui, dans le cadre de sa démarche numérique et de la conception de son produit avec des ressources locales et sans consommation d'énergie, parce que c'est des produits qui sont auto-alimentés par de l'énergie humaine, c'est une manuelle. Et donc on est parti d'un point A pour arriver à un point B. Le changement est vraiment drastique et surtout ça leur a permis de revoir toute l'organisation de leur entreprise, de se former à la RSE, de se former aux enjeux environnementaux, dont ils n'avaient aucune conscience. Après sur le profit, oui, le but est pour personne d'engraisser des actionnaires, sauf si on est actionnaire. Mais donc oui, il faut que le profit soit placé au bon endroit et c'est tout le jeu d'équilibre qu'il y a entre vivre, faire, sous-traiter et faire en sorte que ça marche avec un équilibre juste sans que ça devienne quelque chose de complètement exubérant et qui desserve l'utilisateur final. J'ai juste une réponse, mais sur un tout autre terrain, sur comment rapprocher le concepteur de l'utilisateur. L'exemple que je donne souvent, c'est il y a eu beaucoup d'opérations immobilières au niveau du boulevard de la Prairie au Duc, comme la ville de Nantes, dont l'objectif était de mutualiser des espaces, parce que là, on ne va pas ressortir les chiffres, mais il y a d'espaces disponibles par habitant à doubler ces 40 dernières années. Ça n'enlève rien aux inégalités sociales qui se creusent et qui ne sont pas du tout qu'il faut prendre en compte. En revanche, les programmes avaient prévu, par exemple, des chambres en commun, des chambres partagées, plutôt que d'avoir une chambre chez soi qu'on n'utilise pas. C'est une manière aussi d'intégrer aussi la dimension low-tech qu'on ne peut pas utiliser. On a une chambre à l'échelle d'un immeuble. Ça fonctionne très bien sur la question des mutualisations des services. En revanche, chez les espaces en commun, ne sont pas fonctionnés. Pourquoi? Parce que justement, on est dans des paradigmes on livre et on n'anticipe pas du tout aussi ce pouvoir d'agir et la gestion en fait que ça va nécessiter de la part des habitants. C'est pas juste une question d'espace. Effectivement, il faut pouvoir anticiper aussi, embarquer les habitants, qu'ils aient envie de le faire aussi sur de la gestion de ces espaces, par exemple, mutualiser
particuliers ou des espèces pour lesquelles il n'y a pas forcément de destination. Comment des look-flotteurs, comment des bailleurs, comment en gros différents opérateurs immobiliers peuvent aussi investir cette question-là. C'est aussi leur capacitation des habitants, mais il faut le programmer. D'où l'intérêt aussi de former nos étudiants plus en amont, plus en amont, comment est-ce qu'on peut anticiper, préparer tout ça, organiser du point de vue aussi méthodologique pour le prendre en compte et l'organiser. Donc approcher le concepteur et l'utilisateur, c'est aussi tasser comment est-ce qu'ils peuvent devenir partie prenante dès le départ, être dans la boucle et quelque part avoir des responsabilités aussi, parce que la gestion d'espaces en commun, par exemple, ça demande aussi du temps, ça demande de réorganiser aussi son quotidien et tout ça, ça approche le secteur de l'utilisateur, mais quelque part l'utilisateur a aussi une forme de responsabilité qui était peut-être portée avant par uniquement le secteur, et tout ça, c'est concrètement aussi compliqué à mettre en œuvre. Quand on parle de mutualisation des espaces, ça reste un grand principe dans la réalité. Voilà, il faut pouvoir l'anticiper et c'est aussi une manière de répondre à cette question-là. Comme c'est moi qui ai mis mon profil sur la table, je savais que j'allais avoir une question. J'aime bien faire un parallèle entre la question des besoins essentiels pour un humain, qui sont de manger, dormir pour rester en vie. Une entreprise, si elle est en négatif trop longtemps, elle meurt. Donc, je ne veux pas quel profit pour qui est une question, mais la notion que des entreprises qui fassent des choses chouettes puissent continuer à se développer, c'est leur développer de nouveaux projets, pouvoir travailler, c'est le principe. Par contre, donc c'est pour ça que je ne reviendrai pas sur la question de, je pense que le profit n'est pas un bon mot et que on peut aborder ce sujet. Par contre, la question c'est de quelles entreprises on veut, à qui, est-ce qu'elles répondent à des besoins de base. Alors on a fait un parallèle d'appliquer la démarche low-tech à des entreprises. Donc la première question c'est, est-ce que vous répondez à un besoin de base? Quelle est votre utilité sociale dans la société? Avez-vous une utilité dans la société? C'est d'ailleurs un des premiers pans de la démarche Malto sur le questionnement des low-tech de l'entreprise, c'est de se dire, il y a utile, accessible, durable, alors on va le faire pour les entreprises. Est-ce que vous êtes utile? Est-ce que vous avez vraiment une utilité pour la société? Alors utilité au sens, vous apportez quelque chose, tout est utile et sert. Celui-là. Donc, je ne reviendrai pas sur la question du profit parce que je suis d'accord avec moi-même sur ce point, mais par contre la question de quelles sont les entreprises profitables et de quelles entreprises on veut est une question aussi qu'on doit se poser. Et on a développé pas mal de nouveaux outils pour orienter les entreprises vers ces démarches-là. Et la première question, donc il y a un petit baluchon que vous remplissez au fur et à mesure de vos questionnements, c'est quel service je veux rendre, quelle est mon utilité en tant qu'entreprise. C'est la première des questions qu'on pose dans la démarche. On prend une dernière question. Merci. Il y a un mot que je n'ai pas trop entendu, c'est, alors merci pour votre présentation, c'est l'aspect économie circulaire. Parce que je pense que c'est un des grands leviers de l'Eurotech. Et la deuxième, la question, ça, si on veut avoir un impact, comment agir sur les appels d'offres? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à jouer sur du lobbying, sur les normes? Parce qu'on a aujourd'hui beaucoup d'acteurs publics, etc., qui sont frileux en disant bah oui, on voit bien votre démarche expérimentale qui est très intéressante, mais comment on peut aller dans ce sens-là tant que les normes n'ont pas vraiment bougé? Je parlais tout à l'heure des parallèles entre les low-tech et l'éco-concession, où l'éco-concession fait partie des piliers de l'économie circulaire. Ça s'inscrit, en tout cas avec une approche de conception, d'ingénieur, de designer, ça s'inscrit les low-tech dans une démarche de circularité, ça peut s'inscrire dans d'autres démarches aussi de sobriété. Voilà. Donc oui, on n'a pas mis le mot-clé économie circulaire, mais il était sous-jacent à tout ce qu'on a pu dire. Pour la deuxième partie de comment influencer les normes, les appels d'offres et compagnie,
Les appels d'offres, j'en parlais tout à l'heure. Un appel d'offres, on va écrire un besoin, on va définir de quoi. Enfin, on définit pas comment on répond au besoin, on définit vraiment le besoin. Et du coup, c'est là où c'est important d'avoir des personnes qui répondent à l'appel d'offres, quelle que soit leur qualification et leur métier, qui aient cette notion de low-tech et qui répondent aux justes besoins, ou juste uniquement aux besoins. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'un stylo, et ben, dans la réponse à l'appel d'offres, je réponds à un stylo et je ne réponds pas à un stylo avec une fleur qui tourne au-dessus. C'est des produits qui existent réellement. Et donc ça, c'est à la fois dans la bonne définition du besoin et que prendre le temps de le définir correctement et pas de définir du superflu, dans les gens qui répondent aux appels d'offres, de prendre le temps de répondre à ce besoin-là sans mettre du superflu et sans mettre un joli cosmétique parce que c'est à ce qu'on cherche. Et dans l'analyse des appels d'offres derrière, c'est aussi de faire des choix raisonnables et de dire bah, j'en ai un qui me répond aux besoins, l'autre qui met du superflu, bah, je vais vers la personne qui me répond aux besoins. Mais ça veut dire, enfin, ça engage l'éditeur de l'appel d'offres à prendre le temps de définir correctement le besoin. Et je pense que tout le monde est acteur au niveau des appels d'offres et une fois que les appels d'offres se contrôlent, le processus de normalisation, d'évolution des normes, ils s'adapteront aussi aux pratiques. Moi, je vais répondre de l'autre côté, puisque moi, je réponds plutôt à des appels d'offres que j'en crée. Côté aux personnes qui répondent, on a surtout besoin de bons cahiers des charges, où le besoin soit bien défini et où, par exemple, je disais, on a besoin d'un stylo. Moi, j'ai pas besoin de stylo, j'ai besoin d'avoir une trace d'encre sur... est-ce que le stylo, c'est la bonne manière d'y répondre? Je pourrais proposer autre chose qu'un stylo si le besoin avait été qualifié un petit peu différemment. Donc je pense qu'on a besoin de bons cahiers des charges qui définissent pas jusqu'à des objets, mais qui remontent, et c'est dans l'éco-conception, en analyse de cycle de vie, c'est l'unité fonctionnelle. On pourrait en revenir à ça. Donc ça, c'est mon premier point. Et je voudrais vous parler, pour y répondre, d'un autre exemple d'une entreprise qui fait des services numériques. Et les entreprises viennent avec leur cahier des charges pour demander de dimensionner un service numérique. Et ils nous disent, on ne laisse pas l'opportunité de remettre en question le cahier des charges initial. Ils disaient, en tant qu'entreprise, notamment de services numériques, ils n'ont pas besoin de tout ça. Je peux leur faire quelque chose de beaucoup plus simple, mais comme le cahier des charges est défini de cette manière, alors ça dépend le type, en appel d'offres public on ne peut pas le faire, en marché, en gré à gré, on a un peu plus de marge de latéralité pour travailler sur ce sujet, mais parfois le besoin n'est pas tout établi, et s'ils ont le choix entre l'option qui répond tout juste à leurs besoins et au même prix, on leur ajoute 15 options parce que mon logiciel par défaut est paramétré comme ça et que moi ça me coûte pas plus cher, ça me coûterait plus cher d'enlever des options pour être dans le besoin exact plutôt que de leur filer ma solution sur l'étagère, moi je ne vais pas le faire. Et du coup, la question de la qualification du besoin du cahier des charges initiales, moi, elle m'intéresse beaucoup parce que c'est à ce moment-là qu'une partie des choses se joue. Si on est déjà sur du trop complexe ou que moi, ça me simplifie les choses de fournir quelque chose qui fait plus de choses, mais parce que je l'ai pas que ça en stock, c'est l'option que je vais choisir. Pour terminer, c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, en tout cas, là encore, nous situons à l'école et les designers, nous rêvons plutôt aussi en tant que designers au cahier des charges, et c'était ce que j'évoquais aussi, comment accompagner l'évolution des métiers pour que les designers, mais aussi les ingénieurs remontent en fait quelque part dans la chaîne aussi de prise de décision et alimentent grâce à ces réflexions au sujet du juste besoin et d'autres enjeux encore qu'on n'a pas évoqués, et comment ils viennent participer à la définition de cahiers des charges différents, c'est effectivement important. On a eu un autre projet, nous, avec la nouvelle équipe de maîtrise d'œuvre urbaine que je citais sur l'île de Nantes récemment, sur les désirabilités low-tech. Et la session, c'était justement d'orienter ces cahiers des charges pour le bâti, potentiellement, sur des notions de réparabilité des logements. Est-ce que de rendre visible, pour ne citer qu'un exemple, mais il y en a d'autres, les réseaux d'eau, les réseaux globalement, pour les rendre accessibles, favoriser la réparabilité des logements, ce sont en fait autant de manières pour nous aussi, en tant qu'école et étudiants, de participer à cette réflexion en amont même de la conception. Là, la nouvelle équipe de notre est en train
de définir tout ça. Donc qu'on y participe aussi, encore une fois, en tant que golf, voilà, mais quelque part ça rejoint ce que vous soulignez, c'est voilà, on n'est plus nécessairement sur qu'on répond à des demandes, à ce cahier des charges qui est déjà défini et contraint, mais c'est comment on alimente en plus de la même co-construction, de la co-conception en amont, et puis on casse un peu ces stylos aussi. Là, en tout cas, sur les questions d'aménagement du territoire, d'urbanisme, il y a beaucoup d'initiatives qui sont portées pour intégrer à la fois aussi les habitants et les citoyens et les rendre plus acteurs, et aussi intervenir plus en amont de ces cahiers des charges pour introduire tous ces enjeux-là, les lignes planétaires, etc. Et c'est effectivement, là, je pense que on défend toute ici. Merci à Zufefra pour ces échanges et merci à vous, le public, d'avoir assisté à cette table ronde. Vous pourrez retrouver un visuel de facilitation graphique qui sera affiché dans le hall et réalisé par 2 étudiantes du Master Design Provivet. Et puis, je vous laisse retourner le village de stand et on se retrouve pour alors, soit la prochaine table ronde, soit la présentation de notre option low-tech qui se déroule à 13h.